Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce soir, des kits de petits outillages agricoles et des semences de riz pour les populations de Guéguédou. C'est un geste du gouvernement dans le cadre de la relance post-Ebola au sud du pays. Et puis à Bintimodia, c'est tout un village qui sort d'une quarantaine de 21 jours après un enterrement non sécurisé qui s'est déroulé à Kakako. Les échos, c'est dans Guinée Info. Enfin, nous irons dans le Bourré où l'association des griots du Madin possède désormais un siège flambant neuf. L'édifice a été inauguré récemment du côté de Sigiri. Voilà pour les titres encore une fois. Bonsoir, mais tout d'abord ce communiqué. Dans le cadre des concertations avec la classe politique, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a invité le vendredi 8 mai 2015 le chef de file de l'opposition, l'honorable Cellou Dalein Diallo, pour des échanges portant sur la situation sociopolitique nationale. Le président de la République reste fidèle à sa politique de concertation et de consensus entre la mouvance présidentielle et l'opposition pour l'aboutissement d'un dialogue permanent en vue d'aller vers des élections libres, crédibles et transparentes dans notre pays. Le président de la République est convaincu que seul le dialogue permettra de trouver des solutions aux problèmes de l'heure et pérenniser la paix si chère aux Guinéens. Le bureau de presse de la présidence de la République. À la une de ce journal, après plus de 300 décès depuis 300 jours, la préfecture de Guéguédou n'a pas connu de cas confirmés d'Ebola. À Guéguédou et dans les autres préfectures sillonnées, la ministre de l'Agriculture a procédé à la remise des kits de petits outillages agricoles et des semences de riz et de maïs. Ce geste s'inscrit dans le cadre du plan post-Ebola de renforcement de la résilience des populations affectées. Fodé Camara, envoyé spécial. Ici à Guéguédou, par cette mélodie pleine de mélancolie, le village de Miliandou, premier foyer d'Ebola en Guinée, souhaite la bienvenue à la ministre de l'Agriculture. Cette commune rurale à vocation agro-pastorale a été durement éprouvée par la fièvre Ebola. Sous 33 cas, 13 décès ont été enregistrés. Après Miliandou, le quartier de Bangbaïta, dans la commune urbaine, précisément le secteur de Rondoni. Ici, sous les yeux attendris des visiteurs, cette veuve miraculée raconte son récit. À cause d'Ebola, elle a tout perdu, son mari et ses 10 enfants. Elle demande pardon, n'est-ce pas, à la population du village de Rondoni. Pourquoi? Quand le mal a éclaté, le corps médical est venu ici, ils ont désinfecté, on a pris quelques matelas brûlés. Tout cela, elle pense que c'est son fils qui a introduit ici. C'est pour cela qu'elle ne cessera jamais de demander pardon. Après le pardon sollicité par elle, elle demande maintenant au gouvernement et au monde entier de venir en aide dans tous les domaines. À Guéguédou, Kérouané, Beila, Macenta et ici à Lola, précisément à Tio, à 1 kilomètre de la frontière avec le Libéria, les communautés touchées affichent leurs difficultés. Ça et là, au-delà des pertes en vies humaines, autre impact d'Ebola, l'abandon des champs à quelques endroits et la chute des rendements due à l'interruption de l'entraide communautaire. C'est exactement ce type de situation que nous venons soutenir. Ces femmes ont perdu leurs moyens de production, il faut les assister. Ces femmes ont perdu leurs moyens de subsistance, il faut venir les assister. Leur donner de l'argent, c'est bien, leur donner des vivres, c'est bien, mais leur donner la force de rester debout et de continuer à travailler, c'est encore mieux. Pour renforcer les capacités de résilience des populations affectées dans les communes rurales des 7 préfectures sillonnées, la ministre de l'Agriculture a procédé à la remise des kits de petits outillages agricoles et de transformation du riz, des cortuqueuses et étuveuses, des sacs d'emballage, des grillages, des bâches et des semences de riz et de maïs. Ce programme va toucher plus de 30 000 ménages. Page santé avec la fin de la quarantaine pour les populations du village de Kankako, c'est dans la préfecture, dans la sous-préfecture de Bintimodia, des personnes contacts ayant participé à un enterrement non sécurisé étaient mises sous surveillance depuis 21 jours et au terme de cette période d'observation, aucun signe d'Ebola n'a été notifié. C'est un véritable ouf de soulagement pour ces populations. Sekou Fernand Kourouma. Ce village paisible vient de sortir de la quarantaine. Au motif, une soixantaine de personnes contacts, dont un mort, était suivi à Kankanko. Après les 21 jours, aucun des contacts n'a présenté les signes de la maladie. Face à cette question de santé publique, Kerfala Yansane est venu constater de visu les réalités du terrain. Ils doivent continuer
à observer les mesures d'hygiène habituelles. Il ne faut pas seulement observer ces mesures pendant la quarantaine, il faut qu'après la quarantaine, ça devienne une habitude naturelle où on lave les mains avec le savon et que tout le village soit propre, que les enfants soient soignés, qu'ils ne puissent pas manger sans laver les mains, pour que la résilience même du village soit maintenue. Boké est l'une des régions les moins touchées du pays. Ce résultat est possible grâce à la sensibilisation et les moyens techniques mis à la disposition des services de santé. Depuis le début de l'épidémie, nous n'avons enregistré qu'un seul cas confirmé. C'est un patient qui était originaire d'ici, mais qui a été dépisté à Conakry, qui a été traité et guéri. Les contacts qu'il avait ici, les 58 premiers contacts que nous avons suivis, n'ont pas développé la maladie. À ce jour, nous avons suivi au total 170 personnes contacts dans toute la préfecture. Heureusement, à ce jour, nous n'avons enregistré aucun cas positif autochtone à Boké. Depuis l'apparition de la maladie, Kerfal Ayansane est allé plusieurs fois galvaniser les efforts des équipes de lutte contre Ebola. Des réunions techniques avec les sociétés minières, le ministre a rehaussé le moral des populations de la région ainsi que celui du personnel de santé. Une démarche qui a permis à Kankanko de sortir de la quarantaine dans les règles édictées. Depuis notre mise en quarantaine, nous avons été traités correctement. Autorités sanitaires et industrielles sont en alerte rouge. Ils mettent tout en œuvre pour que la chaîne de contamination soit rompue. Dans le Nabaya, les jeunes leaders, plus que jamais déterminés à renforcer les mesures de prévention contre le virus Ebola, 150 jeunes leaders viennent de suivre une session de formation sur le leadership et l'esprit de volontariat dans la lutte contre Ebola. C'est une initiative de PNUD en partenariat avec le ministère de la Jeunesse. RTG Kankan, Ilage Fodé Bangali Fofana. L'épidémie à virus Ebola est encore dans notre pays et la situation reste préoccupante. En dépit de toutes les mesures d'hygiène préconisées et les multiples actions de sensibilisation entreprises ça et là par les différents intervenants, la maladie Ebola persiste encore dans certaines zones du pays. Il s'avère indispensable de renforcer les moyens et stratégies de communication pour toucher pleinement la population afin de briser la chaîne de contamination de la maladie. Cette formation de 150 jeunes leaders associatifs venus de toutes les préfectures de la région de Kankan rentre dans ce cadre. Cet objectif vise à renforcer les capacités de ces jeunes-là qui sont des mobilisateurs, des sensibilisateurs de proximité afin que dans leur localité, ils puissent continuer la sensibilisation de proximité. Le PNUD, à travers le programme des volontaires des Nations Unies, dispose d'un répertoire efficace et dynamique d'organisation de jeunes sur lequel il compte s'appuyer pour renforcer l'engagement communautaire, le leadership associatif et l'esprit de volontariat. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, en collaboration avec son partenaire habituel, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, s'est engagé à renforcer les capacités de ces jeunes leaders associatifs de la région de Kankan sur les mesures préventives de lutte contre l'épidémie à virus Ebola. C'est le préalable avant leur déploiement auprès des communautés à travers le pays pour une sensibilisation de proximité devant s'étendre au-delà d'Ebola. Nous sommes mardi 5 mai, c'est la journée mondiale de lavage des mains ici à Conakry. La journée a été célébrée au centre hospitalier universitaire Ignace-Dine. Personnel soignant, cadre du département de la santé et partenaires du système sanitaire ont mis cette journée à profit pour promouvoir le lavage des mains afin de prévenir les maladies infectieuses, y compris Ebola. Commandant Mohamed Kassé, il est le correspondant de la presse militaire. La célébration de la journée internationale de lavage des mains est marquée dans notre pays cette année par l'apparition de l'épidémie à virus Ebola. En dépit de ses conséquences économiques et sociales, cette épidémie a entraîné de nombreux dommages biologiques, physiques et psychologiques à des milliers de Guinéens. L'hygiène des mains tient une place privilégiée.
Le personnel a été formé au dosage du chlore. La technique de lavage des mains est régulièrement supervisée à travers les fiches de standard de performance élaborées par J.H. Piego. Si on lutte pour l'hygiène de main, c'est à cause de ça. On peut couper la transmission, pas seulement de Ebola, des autres 7 maladies avec le potentiel d'épidémie. C'est pourquoi la promotion de l'hygiène des mains est au cœur des préoccupations des cadres du département de la santé. L'application de ces mesures doit interpeller tout un chacun pour éviter toutes les maladies contagieuses. Je suis heureux de constater qu'une prise de conscience se déclenche sur nos pratiques. Mais il faut continuer à la développer au-delà de cette épidémie pour la sécurité des patients et pour la nôtre. Nous devons faire de la prévention contre l'infection une culture et un comportement de tous les instants. L'espoir est permis de croire que l'hygiène des mains est désormais une tradition dans notre pays, une culture et un comportement de tous les instants. En plus bref, suite au récent remaniement du gouvernement, 3 nouveaux ministres font leur entrée dans l'équipe à Saïd Fofana. 2 ont même pris fonction ce mardi. Il s'agit des locataires des départements de l'industrie des PME Boubacar Barry de l'UNR et de la pêche Jean-René Camara. Le département de la ville et de l'aménagement du territoire est désormais occupé par Lounseni Camara, jusqu'ici ministre de la pêche. Devant le secrétaire général du gouvernement et des cadres de ces différents départements, tous se sont engagés à jouer pleinement leur rôle. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Dans l'actualité encore, les négociations entre le Fonds monétaire international et le gouvernement sur la 6e revue du programme Guinée se poursuivent. Hier, les experts du Fonds ont rencontré le chef du département de l'énergie. Les questions liées au redressement des secteurs énergétiques et de l'eau étaient au centre des débats. Boubacar Ba. Au siège du département de l'énergie et de l'hydraulique, les experts du Fonds monétaire se sont entretenus avec le ministre en charge du secteur sur des questions d'intérêt national. D'abord, avec le plan de redressement de l'énergie, les débats ont porté sur la situation des résolutions issues de la dernière table ronde sur l'énergie et les résultats de l'audit du secteur jusqu'au plan d'action avec calendrier de mise en œuvre à l'appui associé aux actions déjà réalisées. Ensuite, le chef du département a donné de larges informations sur le plan de production 2015-2020 des centrales d'électricité de Guinée et de la Société des eaux de Guinée en tenant compte du contrat d'Agreco et l'introduction de Caleta dans le marché de l'énergie. On a parlé de la réforme institutionnelle du secteur de l'électricité qui est en bonne voie. Nous attendons la non-objection de la Banque mondiale pour pouvoir procéder à la signature du contrat, à la nomination de l'administrateur général et à la signature du contrat de performance qui va très sûrement améliorer la qualité du service au niveau de EDG. Ensuite, on a passé en revue les 7 projets qui sont nés suite à la table ronde qui a été organisée à Conakry et à Washington. Là aussi, il y a de grandes avancées qui sont en cours pour pouvoir améliorer la distribution de l'énergie à travers le réseau interconnecté de EDG et améliorer les postes sources de Kipé, Symphonia et construire un autre poste à Symphonia CAS afin de pouvoir décentraliser la distribution et améliorer la fourniture d'énergie. À ce jour, 120 000 compteurs sont disponibles et vont être posés dans les mois à venir. L'opération devrait débuter par là où commence la ville à Kaloum. Et puis, la gestion des centrales de Caleta sera détachée des DG en raison de sa vocation régionale. Cette gestion devrait être confiée à l'entreprise qui l'a construite pour éviter tout dérapage. Mieux, le ministère de l'Énergie est à pied d'œuvre pour la réalisation de 7 projets prioritaires. Certains financements sont acquis, d'autres ne sont pas encore bouclés, comme celui lié aux lignes de transport de l'énergie de Caleta. Par contre, le PREREC 2 a déjà démarré sur le financement de la BAD, de l'Agence française de développement et la Banque islamique de développement. Dans quelques mois, les tarifs d'électricité de Guinée seront réajustés pour une meilleure rentabilité au regard du contrat de gestion signé entre le gouvernement et un opérateur privé. À la Société des eaux de Guinée, l'heure est à la mise en service des camions citernes à eau pour les quartiers en crise d'eau potable de Conakry.
Cette opération coïncide avec la remise des permis de conduire aux chauffeurs formés pour la circonstance, une manière de sécuriser des camions offerts par la coopération japonaise. Nabi Kamara nous signe ce reportage. En procédant à la mise en service de ces nouveaux camions citernes à eau, la Société des eaux de Guinée a remis également des attestations et permis de conduire à 54 chauffeurs. Des chauffeurs formés à l'école AMSI dans le cadre du renforcement des capacités des ressources humaines de la SEC. Ces chauffeurs devront conduire les camions citernes destinés à desservir les zones en hauteur qui sont en difficulté d'eau potable. Je lance un appel solennel aux jeunes, aux femmes de prendre soin de ces citernes, car ces citernes nous appartiennent. Aujourd'hui, la SEG est soucieuse de la desserte en eau pour la population. Ces camions vous appartiennent, ces camions sont à vous. Quelles que soient les turbulences, quels que soient les problèmes, ces camions doivent être traités de la même façon qu'une ambulance. Donc, je vous demande, paisible population, de protéger avec nous ces camions citernes alimentaires. Le directeur général de la Société des eaux de Guinée a invité également les chauffeurs à mettre leur connaissance au service exclusif de la société afin de la rendre forte et crédible. À Bofa, forte mobilisation des populations pour réaffirmer leur adhésion au programme de société du chef de l'État. C'était lors d'une mission de travail du chef de gouvernement dans le Rio Pongo. Mohamed Saïd Fofana, en compagnie de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, ont transmis le message de paix et de cohésion sociale du professeur Alpha Condé aux populations locales. Reportage à Bofa, Adi Kamara, Kabasouma, Ousmane Souma. Nous sommes à Bofa, à plus de 200 km de Conakry, ville historique qui garde encore certains vestiges de la traite négrière et des traces de l'époque coloniale. Cette ville a arboré ses traits des grands jours pour accueillir le Premier ministre chef du gouvernement en compagnie de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel et des députés de la Basse-Guinée. Cette forte mobilisation de la population de Bofa est le signe d'une fidélité renouvelée au professeur Alpha Condé et à son gouvernement. Volonté longuement exprimée ici par les différents orateurs qui se sont succédés à la tribune. Monsieur le Premier ministre, que la population de la commune urbaine de Bofa massivement en faveur du candidat, le président professeur Alpha Condé en octobre 2015. Très satisfait de la qualité de la mobilisation à Bofa, la coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel a exhorté cette population à restaurer les rangs pour la réélection du professeur Alpha Condé dès le premier tour. Bofa, je suis rassuré que le professeur Alpha Condé aura la victoire écrasante à Bofa. Alors, pour avoir la victoire écrasante, il faudrait que vous vous recensiez. Le recensement a commencé. Il faut que tout le monde se fasse recenser. C'est là où on peut gagner. Quant au Premier ministre chef du gouvernement, il s'est penché surtout sur la promotion des valeurs qui feront que la Guinée soit une destination crédible et rentable avec un flux d'investissement privé capable de consolider les bases d'une croissance forte, durable et inclusive. Comme ici à Bofa, aucun cas d'Ebola n'existe actuellement, le Premier ministre Fofana a exhorté la population à redoubler d'efforts et de vigilance pour éviter d'enregistrer de nouveaux cas tout en observant les règles d'hygiène. Les populations d'ici même ont dit tout ce que le président a fait pour Bofa en si peu de temps. Une des preuves, c'est que nous sommes devant la radio rurale, toute neuve qui vient d'être inaugurée et qui va essayer de diffuser l'information, comme je l'ai écrit, l'information utile, l'information qui va contribuer au progrès social, au progrès économique, au progrès tout court des populations. Et on a cité aussi la création toute récente d'un centre de santé. Il y a que Bofa recèle aussi des potentialités minières en bauxite et en fer. Et comme vous le savez, il y a de grands projets qui sont envisagés et qui vont avoir lieu bientôt.
Et il y a aussi d'autres infrastructures qui sont envisagées par rapport à Bofa, quand il s'agit de l'électrification et d'autres et d'autres. Donc tout cela a fait dire aux populations qu'il y a du nouveau, il y a du sang nouveau, et les populations ont de plus en plus confiance. C'est ce qu'ils ont promis de restituer très prochainement. Dès après ce meeting, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a procédé à l'inauguration de la radio communautaire baptisée Fatala, située juste en face de la place des martyrs de Bofa. Cette station est l'œuvre de l'UNICEF. Sa vocation est de diffuser des informations relatives à la lutte contre Ebola et assurer la promotion du monde rural de la localité. En déplacement toujours, le ministre de la fonction publique était récemment dans la préfecture de Kouroussa, parrain de la préfecture. Kourouma est allé échanger avec ses populations sur la situation sociopolitique du pays, des rencontres qui ont permis au ministre Kourouma d'identifier les problèmes des populations locales. Sur les deux ministres, Baba Kouyaté. Le gouvernement guinéen initie des échanges avec les populations à la base sur la situation de l'épidémie Ebola et l'évolution de la vie sociopolitique du pays. Au cours des échanges à Kouroussa, plusieurs difficultés ont été signalées par les citoyens, notamment dans le processus de la révision de la liste électorale pour les élections présidentielles prochaines. Pendant des élections, et à travers les différentes réactions des uns et des autres, il est apparu que le processus de révision des listes électorales connaît des difficultés. D'abord les difficultés liées au démarrage. Et il se trouve que les équipements pour ça, sur les 52 cales, il y a les 8 cales ont commencé dans la commune urbaine. Mais la principale difficulté, c'est l'absence de certains districts très peuplés dans la base de données. À Kouroussa, plus de 9 chantiers sont ouverts en faveur du 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Les travaux de reconstruction du commissariat de police et du bloc préfectoral évoluent à la satisfaction des populations. La gare routière moderne de Kouroussa, bâtie sur 1 hectare, est exécutée à plus de 20%. Pratiquement, comme vous le voyez, les travaux, nous sommes à 20% d'avancement des travaux depuis que nous avons commencé. Nous travaillons nuit et jour. La préfecture de Kouroussa pourrait bénéficier d'1 mégawatt du courant électrique d'ici la fin d'année. Une nouvelle qui rassure les Kouroussaka sur le changement prôné par la Troisième République. Religion à présent avec l'ouverture ce mardi à Conakry de la conférence épiscopale de Conakry. Cette rencontre ordinaire des évêques du pays vise à évaluer les activités de l'ensemble des diocèses. Une occasion pour les dirigeants des églises catholiques de débattre sur leur participation à l'édification d'une paix sociale en Guinée. Explication Bernard Tungino. Ensemble, les charges pastorales de l'église catholique. À la tête des 3 diocèses du pays, les évêques se concertent pour mieux promouvoir l'action de l'église en Guinée. La rencontre s'appelle Conférence épiscopale. C'est la 2e au compte de l'année pastorale 2014-2015. Il s'agira de parler de l'église catholique en Guinée qui évolue dans ses structures, des diocèses, des paroisses, de CCB, et de tout ce qui concerne donc, le développement harmonieux religieux et spirituel de ce pays. Pendant 5 jours, ces évêques vont réfléchir sur les problèmes et défis liés à la vie de leur diocèse. Autre sujet à débattre au cours de cette Assemblée générale, la participation de l'Église catholique à la construction d'une Guinée paisible. Nous devons accompagner les religieux, les religieuses du monde entier, spécialement la Guinée, pour vivre le conseil évangélique dans la paix, mais aussi les encourager pour tout ce qui se fait actuellement dans les hôpitaux, dans l'enseignement, et qui sont aussi des lieux où ces religieux donnent vraiment davantage pour le développement intellectuel, social des enfants de ce pays. Institué par le Saint-Siège en 1919 et officialisé en 1965 par le Concile Vatican II, les conférences épiscopales existent dans tous les pays. Elles permettent d'évaluer, renforcer et pérenniser l'impact positif de l'Église sur la société. Autre titre de l'actualité culture, l'association des griots du Manding a désormais nouveau siège
Installée dans le bourré, la nouvelle demeure des griots du Mandingue, située dans le quartier Kourodakoro, la cérémonie inaugurale a connu la participation de l'épouse du président de l'Assemblée nationale, représentant la première dame de la République, Hadja Adama Magasuba, de retour de Sigui. Ils sont venus du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour prendre une part active aux cérémonies d'inauguration du temple de la tradition mandingue, ici dans le quartier Kouroudakoro à Séguiri. Yelitomba, l'association qui regroupe les différents Nyamakala, qui sont les guéris, ce sont les dépositaires de traditions, archives, les maîtres de parole, les conseillers des rois, les artistes et les musiciens à leur tête se trouvent les Kouyaté. Les griots sont les ambassadeurs de la paix. Et dans ces périodes troublées par la politique, troublées par la divergence des opinions, qui finalement se retrouvent dans une concertation, je dirais une non-concertation et dans la rue, lorsqu'un pays est en mouvement et qu'il y a des difficultés, nous nous tournons vers les sages et vers les griots. C'est aux griots de nous rappeler la communauté de nos destins, de nous rappeler la communauté de nos origines, de nous dire d'où nous venons pour que nous sachions où nous allons. Une grandiose cérémonie inaugurale présidée par la première dame de la République qui s'est faite représenter par une importante délégation conduite par l'épouse du président de l'Assemblée nationale. La construction d'un siège du Djelitomba a pour objectif de revitaliser les valeurs socio-culturelles de la civilisation mandingue. L'inauguration du centre Djelitomba a été colorée par des démonstrations de danse et de chant des griots du vieux mandingue. Enfin, page noire, la nouvelle est tombée hier. Yaya Khan, directeur des opérations de la CENI, a tiré sa révérence du côté de Paris de suite de maladie. Le désormais ex-directeur de la Commission électorale nationale indépendante est un des piliers du processus électoral, et cela à travers la modernisation du fichier avec la biométrie. Saïdouman Diallo nous parle de l'homme. Depuis ce lundi 4 mai 2015, la commission électorale guinéenne est plongée dans la tristesse. L'institution vient de perdre son directeur des opérations. Yaya Khan, âgé de 64 ans, est décédé à Paris des suites de maladie. Cet homme, comme ici lors d'une formation, insistait toujours sur la qualité. Il est donc important de savoir que ça s'est fait avec la satisfaction totale et que tout le long de cette procédure à huis clos, nous sommes restés toujours sur cette même ligne. Il laisse un vide au sein de la CENI. Les 24 commissaires sont tous unanimes sur le professionnalisme de cet expert. Diplômé de la faculté de Lyon 2 en méthode informatique appliquée à la gestion, Yaya Khan est l'un des architectes de la biométrie dans notre pays. Il nous quitte, laissant derrière lui 3 enfants et une CENI qui lui restera toujours reconnaissante. Son corps est attendu dans les jours à venir où amis, parents et collaborateurs vont lui rendre un dernier hommage. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Grand merci à vous qui nous suivez à Condé 3, c'est à Kindia et partout dans le monde.